Vous aimez les diamants? Il y a des histoires qui sont tellement théâtres que si on les racontait, on dirait, si vous me permettez, c'est du cinéma. Voici l'histoire véridique du diamant français le plus connu. Quoi de nouveau? Ceci. C'est le Sancy, répond le président de la République. Mais revenons d'abord au début de l'histoire. L'Inde, fabuleux diamant de Golconde au reflet d'or des mines des Maharajas. Ce diamant a certainement, ce qui veut dire que la chose n'est pas certaine, ce diamant a été enlevé sur la statue d'une déesse indienne. Charles le Téméraire a ce diamant avec lui à la bataille où il sera tué. Un soldat découvre le corps nu du duc, mangé par les loups. C'est ce diamant qui aurait permis d'identifier les restes mortels du duc. Là aussi, il y a plusieurs versions, mais le diamant continue sa route. Vendu par celui qui l'a volé au roi du Portugal, le roi du Portugal le gage à un Suisse, et le Suisse le vend en France, au richissime Nicolas de Harlay, seigneur de Sancy, qui lui donnera le nom avec lequel on l'appellera désormais le Sancy. Si Henri III l'emprunte sans l'acheter, c'est le roi Jacques Ier d'Angleterre qui l'acquiert et il revient à son fils Charles Ier, et donc à la fille d'Henri IV, car sa fille Henriette est l'épouse du malheureux roi d'Angleterre. En exil en France, elle vend le Sancy au duc de Pernon. Mazarin l'achète, et le Sancy revient donc en France et fait partie des fameux 14 Mazarins qu'il lègue à Louis XIV qui le porte. Le roi Louis XV le fait sertir sur la couronne de son sacre à Reims. C'est la couronne originale du sacre. Des pierres sont desserties ensuite. Le roi Louis XV portera le Sancy sur son chapeau avec le régent. Ce sont les deux plus grands et plus beaux diamants d'Europe. Lors du somptueux défilé de l'ouverture des États généraux qui sont le début de la fin de la monarchie, Marie-Antoinette porte le Sancy en aigrette. Puis à la Révolution, le Sancy est volé au garde-meuble dans les circonstances, on y reviendra, mais retrouvé. Mis en gage par Barras sous le Directoire pour financer la campagne d'Italie, Napoléon essaye ensuite de le récupérer, mais trop tard, car c'est la reine d'Espagne, Marie-Louise, petite-fille de Louis XV, qui l'achète et le donne à son amant Godoy. Godoy, le prince de la paix. C'est un très bel homme, et la reine est jalouse de sa maîtresse Pépita. Goya peindra pour Godoy ces deux tableaux fameux, le second la montrant nue. Exilé en France, Godoy vend le Sancy, qui passe au prince Demidov, et le diamant va en Russie. Le prince Demidov est le mari de la princesse Mathilde, nièce de Napoléon Ier. Vendu ensuite en Inde, retour aux sources, comme dans le film Les perles de la couronne de Sacha Guitry, où les perles reviennent toutes à leur origine. Puis le diamant continue son chemin international. Il est vendu à Lord Astor. Le diamant repasse en Angleterre. Le Sancy est placé sur la tiare Astor. Impressionnant. La reine Marie rappelle en public à Lady Astor que ce diamant était dans la couronne d'Angleterre. Lors d'une exposition sur les diamants de la couronne organisée par Pierre Verlet, le Sancy était retourné à Paris. Lord Astor, dernier propriétaire privé du Sancy, l'avait prêté à exposition, mais refuse à Pierre Verlet de le donner à la France. M. Verlet avait bien raison d'essayer. Mais grâce à cette intervention, Lord Astor avait dit qu'à sa mort, le diamant, s'il devait être vendu, serait proposé à la France pour son achat. Si bien que le fils de Lord Astor, dès le décès de son père, vient à Paris avec le Sancy pour rencontrer M. Maurice Icardi. Maurice Icardi avait un rendez-vous hebdomadaire tous les mardis à 18h avec le président Giscard d'Estaing, qui lui demande ce qu'il y a de nouveau. Maurice Icardi sort de la poche de son gilet le diamant en disant ceci. Le président reconnaît le germe historique et dit « Je crois que la France en est séparée dans des moments difficiles. La situation s'est améliorée depuis. Maurice, organisez-vous pour qu'on l'achète. » Bien sûr, la Banque de France dit qu'elle n'a pas de crédit et oppose un refus. Maurice Icardi, qui connaissait bien aussi l'administration des finances, trouve l'astuce, un nantissement du diamant et un paiement sur plusieurs années. J'ai eu la chance de connaître Maurice Icardi, que vous voyez ici chez lui au Palais Royal. Directeur de cabinet de Félix Gaillard, président du Conseil, il a entre autres rempli nos musées, en étant à l'origine de la loi sur rédaction. Vous regardez cette pendule, Louis XVI la regardait aussi le soir de sa fuite à Varennes.
Revenons sur le vol des bijoux de la couronne au garde-meuble place de la Concorde. Parmi les merveilles disparues en septembre 1792, alors que des gardes nationaux en assurent la protection, on écrira beaucoup sur ce vol, on n'a pas retrouvé l'ordre de la toison d'or de Louis XV. Cette toison d'or portait le grand diamant bleu de Louis XIV, le deuxième diamant Mazarin et le dragon de rubis, la fameuse spinelle Côte de Bretagne, qui elle seule de cette parure est retournée au Louvre aujourd'hui, rejoignant le Sancy, le Régent, 3 témoignages de la grande histoire de France. Imaginez maintenant tous les possesseurs de ce diamant historique, tous les hommes mais aussi toutes les femmes. Il est doux de penser que les plus belles mains ont touché ce diamant de leurs beaux doigts. C'est le témoin intact qui a vu se refléter dans ses facettes tant de choses. François Ier, l'homme le plus galant du XVIe siècle, à la même époque Henri VIII a fait exécuter 2 de ses femmes, François Ier a voulu que les diamants de la couronne soient inaliénables et donc restent en France. François Ier crée un système qui perdurera jusqu'au XIXe, empêchant que sous le feu de l'amour, le roi donne à bien de la couronne. Coup de théâtre de l'histoire, ce sera une femme qui donnera le Sancy à un homme, la reine d'Espagne à son amant qui en aimait une autre. Vous voyez que c'est une pièce de théâtre.